Kim Jong-il versus les masses affamées de Corée du Nord, de 1993 à 2011. Le jour de la naissance de Kim Jong-il sur la précieuse montagne Paektu de Corée du Nord en 1942, un double arc-en-ciel est apparu, ainsi qu'une nouvelle étoile brillante dans les cieux. L'anniversaire du leader, aujourd'hui décédé, connu sous le nom de Jour de l'étoile brillante, est célébré comme un jour férié national partout dans le monde, où les gens se réjouissent et rendent hommage pendant jusqu'à 5 jours, ou du moins c'est ce que la propagande nord-coréenne voudrait nous faire croire. En réalité, Kim Jong-il est né en 1941 dans le village sibérien de Viatskoï. Il succéderait à son père, Kim Il-sung, en tant que deuxième leader de la Corée du Nord, menant une vie extravagante et excentrique, tout en opprimant et affamant le peuple ordinaire. Son fils, Kim Jong-un, règne aujourd'hui, et la population continue de vivre dans une pauvreté et une terreur abjecte dans une terre étrange, isolée et coupée du monde qui l'entoure. La dynastie Kim a réussi à construire un culte de la personnalité très prévalent en Corée du Nord, restreignant ou censurant fortement toute information qui entre ou sort du pays. Cela est rendu possible grâce au soutien que le régime a réussi à maintenir de la force considérable des forces armées de la nation, classées parmi les plus grandes armées permanentes du monde. À l'école maternelle, les enfants apprennent que comme les fleurs ont besoin du soleil, ils ont besoin de l'amour du grand leader pour grandir. Le système d'endoctrinement, de contrôle et d'autocritique semble à la fois effrayant et étonnant. À leur arrivée à Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord, tous les visiteurs du pays doivent d'abord déposer des offrandes et des fleurs au pied de 2 gigantesques statues de Kim Jong-il et de son père, Kim Il-sung. Le voyage indépendant pour les étrangers dans le pays est impossible, et même pour un citoyen de Pyongyang, un permis est nécessaire pour voyager en dehors de la capitale. Alors que les citoyens de la nation vivaient sous la menace constante de la famine, Kim Jong-il mangeait de manière extravagante. Ses repas préférés comprenaient des sushis et de la soupe d'aileron de requin, une délicatesse controversée, ainsi que de l'âne rôti et des homards frais. Il mangeait avec des baguettes en argent, puis faisait passer le tout avec du vin français et du champagne. Le leader suprême possédait même une cave à vin royal de plus de 10 000 bouteilles et était connu pour avoir dépensé jusqu'à 720 000 $ par an en cognac Hennessy. En revanche, le Nord-Coréen moyen ramenait moins de 2 000 $ par an à la maison. Pour eux, les choix alimentaires étaient et sont toujours très limités. Le petit déjeuner des enfants était généralement du porridge de maïs avec du lait en poudre. Chez les épiceries locales, le chou blanc, le concombre et la tomate étaient les articles les plus courants à trouver. Les œufs et la viande étaient rares. L'aliment de base du régime nord-coréen était le riz, bien que le pain était parfois disponible et était souvent accompagné d'une forme de beurre qui était régulièrement rance. En fait, les gens de Corée du Nord mangent pire que même les chiens de Kim Jong-il, qui pendant la vie du dictateur curieux, se nourrissèrent d'un régime riche en bœuf coûteux. Bœuf qu'un Nord-Coréen moyen aurait très rarement vu, si jamais. Un jour, le maître de chenil de Kim a été pris en flagrant délit de vol de nourriture pour chiens et condamné à 2 ans de travaux forcés. En ce qui concerne le bœuf, en l'an 2000, Kim Jong-il a décidé qu'il voulait essayer McDonald's. Le restaurant occidental étant interdit en Corée du Nord, il a envoyé son chef acheter des hamburgers à Pékin. Bien sûr, lorsque son chef était revenu, les hamburgers étaient froids. Donc Kim a mangé des hamburgers froids. Peu après, il a lancé une campagne pour nourrir ses étudiants avec du gojigopang, signifiant double pain avec viande en coréen. Cette nouvelle délicatesse que Kim a été crédité d'avoir inventée ressemblait remarquablement à votre hamburger commun cependant. Une autre des idées de Kim pour nourrir la population comprenait l'élevage de lapins géants. Un éleveur allemand réputé pour ses lapins géants aurait été convié à aider à l'établissement d'une ferme en Corée du Nord afin de pallier les pénuries alimentaires du pays. Pour commencer, il a envoyé 12 lapins en Corée du Nord, mais a été choqué d'apprendre qu'ils avaient été mangés lors du banquet d'anniversaire de Kim cette année-là. Selon les médias nord-coréens, Kim était un homme aux nombreux talents. Les registres officiels montrent que Kim était un écrivain prolifique, avec 1500 livres publiés à son nom, ainsi que 6 opéras complets, qui sont meilleurs que tous ceux de l'histoire de la musique. Ses prouesses sportives étaient également incomparables. Les médias ont rapporté que la première fois que Kim a pris un club de golf, il a fait 11 trous en un sur le seul terrain de golf de la Corée du Nord. Ses 17 gardes du corps ont tous vérifié l'exploit record.
Kim a ensuite décidé de prendre sa retraite sportive. Kim Jong-il était également un grand fan de cinéma et réalisateur, avec une bibliothèque de pas moins de 15 000 films. La série James Bond et Rambo était parmi ses favoris. En tant que réalisateur passionné, Kim a constaté que ses films manquaient de fluidité et de vie par rapport aux autres films sortis mondialement. Il croyait que cet échec était dû aux acteurs et à l'équipe. En janvier 1978, Kim a donc envoyé 2 agents se faisant passer pour un producteur de cinéma et une femme d'affaires influente afin de rencontrer Choi Eun-hee, la Marilyn Monroe sud-coréenne. Le producteur a proposé de créer une nouvelle société de films avec Choi à Hong Kong. Cependant, après son arrivée, Choi a été forcée à monter sur un bateau, sédatée lorsqu'elle a tenté de s'échapper, et enlevée à Nambo Harbor, en Corée du Nord, au lieu d'être escortée vers l'un des studios de cinéma de l'entreprise. L'actrice s'est retrouvée à faire une brève visite privée de Pyongyang dans la Mercedes de Kim, avant d'être amenée dans une villa extravagante d'un seul étage appelée bâtiment numéro I. Bientôt, Choi serait invité à assister à des fêtes avec les officiels et amis de Kim, ainsi qu'à des dîners et événements familiaux, même à son 37e anniversaire. Kim Jong-il passait beaucoup de temps avec Choi et respectait ses opinions sur l'industrie du cinéma. Son ex-mari, Shin Sang-ok, un célèbre réalisateur sud-coréen, a été kidnappé en Corée du Nord 6 mois plus tard. Il a reçu des logements somptueux comme Choi. Cependant, après 2 tentatives d'évasion, il a été détenu dans un camp de travail pénitentiaire pour désobéissance. Ici, Shin aurait été accompagné par des milliers de personnes considérées par le gouvernement de Kim comme des criminels ou des radicaux politiques. Les infractions comprenaient le chant de chansons pop sud-coréennes à la maison, le franchissement non autorisé des frontières de l'État, ou tout lien avec une personne arrêtée. 3 ans plus tard, le duo a été réuni et chargé d'aider le leader suprême à réaliser des films. Kim a compris que la propagande de ses films n'attirait pas le public international. Il a donc permis à Shin d'élargir le sujet du matériel. Pugazari, leur film le plus coûteux, réalisé à la fin des années 80, mettait en scène un monstre géant inspiré de Godzilla, qui se range aux côtés d'une rébellion paysanne contre une monarchie corrompue. Après 8 ans à réaliser de nombreux films pour Kim, Choi et Shin ont fini par s'échapper par l'ambassade des États-Unis, alors qu'ils étaient à l'étranger à Vienne. Contrairement au mode de vie luxueux de Kim, les Nord-Coréens avaient bien moins de choix en matière de divertissement. La capitale Pyongyang comptait environ 8 cinémas, mais les films projetés étaient fortement propagandistes, et l'intrigue tournait souvent autour des Nord-Coréens, sortant victorieux d'une guerre contre les Sud-Coréens, les Japonais ou les Américains. Les téléphones étaient réservés aux hauts fonctionnaires. Les citoyens devaient déclarer l'achat de radio et télévision, contrôlés par les autorités pour garantir qu'elles ne diffusaient que la programmation officielle. La possession de publications étrangères s'était interdite. L'approvisionnement en électricité à Pyongyang, et dans toute la Corée du Nord d'ailleurs, était très instable. Sous Kim Jong-il, et jusqu'à aujourd'hui, l'industrie de l'armement a été priorisée sur le réseau électrique national, détournant ainsi une grande partie de l'électricité produite du citoyen moyen. En conséquence, les coupures de courant étaient très courantes, des études récentes suggérant que seulement 1 citoyen sur 4 avait accès à l'électricité en Corée du Nord. Pour empirer les choses, la majorité des habitants de Pyongyang résidaient dans de hautes tours d'habitation et, en raison de fréquentes pannes d'électricité, devaient utiliser les escaliers plutôt que les ascenseurs peu fiables. De nombreuses familles ont tenté de reloger les aînés à des étages inférieurs, mais cela était très difficile et nécessitait souvent un pot de vin. Les appartements étaient aussi très froids, et si l'électricité était coupée, pas de chauffage était disponible. Les résidents ont alors été contraints de couvrir les fenêtres de plastique ou de journaux, dans le but de conserver la chaleur. Pendant près de 20 ans, Kim Jong-il a dirigé le pays en tant que leader éternel généralissime, vivant moins en tant que leader mondial qu'en tant que caricature d'un dictateur despotique. Lorsqu'il est mort, les gens sont descendus dans la rue, pleurant et frappant le sol de leurs mains dans un chagrin incontrôlable. Cependant, cela était loin d'être une véritable explosion d'émotions. Selon un jeune étudiant à Pyongyang, son avenir entier dépendait de sa capacité à pleurer. Le deuil pour le leader suprême décédé était en soi une question de vie et de mort. L'incident du sous-marin. Seokcho, 1998.
Dans les années 1990, la vie d'un pêcheur en mer en Corée du Sud, où son industrie de la pêche était en plein essor depuis les années 50, était relativement simple. L'une de ses prises les plus populaires à l'époque était le poisson ceinture, semblable à une anguille, et la seule menace apparente à l'existence paisible du pêcheur étaient les conflits constants avec les autorités chinoises concernant les droits de pêche dans la région. Un programme récemment mis en place par le gouvernement sud-coréen commençait à inquiéter de nombreux propriétaires de bateaux de pêche locaux. Ce programme visait à rationaliser l'industrie de la pêche, et à la rendre plus efficace, et avait déjà conduit à la mise au rebut de 618 navires de pêche. Puis, un jour de l'été 1998, près du port sud-coréen de Seokcho, un équipage de chalutiers commercial a fait la plus grosse prise de leur vie. Un sous-marin nain de 110 tonnes. C'était en fait un sous-marin nain de classe Yugo nord-coréen qui avait franchi en douce la frontière maritime entre la Corée du Nord et la Corée du Sud et qui était maintenant pris dans les filets de pêche du chalutier, forçant le sous-marin à faire surface. Les pêcheurs ont regardé l'équipage du sous-marin réussir à couper les filets et commencer à naviguer vers le nord, mais avant longtemps, il s'est arrêté et a simplement flotté impuissant à la surface, son moteur ayant calé et cessé de fonctionner. Ils ont signalé l'incident par radio aux autorités, qui ont envoyé des hélicoptères anti-sous-marins dans la zone, qui ont confirmé sa localisation. Des navires sud-coréens ont encerclé le bateau en détresse et ont tenté de communiquer avec lui par radio. Après l'échec pour obtenir une réponse, ils ont utilisé des haut-parleurs et ont tenté de taper sur l'extérieur de la coque. Comme il était pratiquement impossible de monter à bord du sous-marin en mer, ils l'ont attaché avec une longue corde à l'une des corvettes de combat de classe Pohang sur les lieux, la République de Corée Navire Gunsan, qui l'a remorqué jusqu'au port de Tonghae. La marine sud-coréenne n'avait capturé qu'il y a 2 ans un sous-marin nord-coréen de classe Shark Sang-ho qui s'était échoué dans les eaux territoriales sud-coréennes lors d'une mission d'espionnage. Le sous-marin capturé était maintenant exposé au parc de l'unification de la Corée du Sud à Gangneung, où les visiteurs peuvent y monter par des écoutilles spéciales découpées dans la coque. Quant au sous-marin nain de classe Yugo capturé alors qu'il était remorqué dans le port de la base navale du port de Donghae, il a mystérieusement coulé dans une centaine de pieds ou 30 mètres d'eau, emportant tout son équipage avec lui. On ne savait pas s'il avait coulé à cause d'une défaillance mécanique, ou si l'équipage avait volontairement sabordé leur propre navire. Le 23 juin, les autorités nord-coréennes ont annoncé dans un communiqué officiel que le sous-marin avait été perdu en mer lors d'un tragique accident d'entraînement. 2 jours plus tard, le 25 juin, la marine sud-coréenne a réussi à récupérer le sous-marin de 20 mètres de long, ou 66 pieds hors de l'eau. Après avoir découpé un trou dans la coque, ils ont été horrifiés de trouver 9 cadavres à l'intérieur, dont 4 étaient des opérateurs des forces spéciales nord-coréennes, et les 5 autres étaient des sous-mariniers de la marine populaire nord-coréenne. Toute l'équipe des forces spéciales avait apparemment commis un suicide, mais avant cela, ils avaient exécuté les marins, probablement pour les empêcher d'être interrogés et de révéler des secrets importants. L'édit militaire nord-coréen stipule que tout le personnel doit se suicider plutôt que d'être capturé par l'ennemi, donc cet ordre aurait été exécuté sans aucune hésitation par les hommes des forces spéciales, qui se seraient également assurés que les sous-mariniers soient également éliminés avec eux. Un journal de bord trouvé à bord du navire montrait que le sous-marin avait infiltré les eaux territoriales sud-coréennes à de nombreuses reprises auparavant, et il y avait des preuves que lorsqu'il s'est emmêlé dans les filets des pêcheurs, il revenait d'une autre mission d'espionnage dans le sud. À l'intérieur, on a trouvé des AK-47, des mitrailleuses, des grenades, des pistolets, un lance-grenade à roquettes, des boissons sud-coréennes et un numéro de Life Magazine de 1995. Les corps de l'équipage du sous-marin ont été enterrés dans un cimetière à Paju qui était réservé aux soldats nord-coréens et chinois et qui était appelé le cimetière de l'ennemi. La Corée du Nord a refusé d'accepter les corps de ceux qui ont été tués dans le sud car ils revendiquaient la souveraineté sur toute la Corée. Les tombés étaient donc déjà enterrés en Corée. Dans les années suivantes, plusieurs autres incidents maritimes ont opposé les deux Corées. De loin l'incident le plus grave et le plus meurtrier a eu lieu le soir du 26 mars 2010, lorsque la petite corvette Republic of Korea Ship Cheonan a été touchée et coulée par une torpille alors qu'elle naviguait près de la frontière maritime entre la Corée du Nord et la Corée du Sud dans la mer Jaune.
Cette explosion a entraîné la mort de 46 personnes et a blessé 58 des 104 membres d'équipage du Shayunan, ce qui signifie que le navire a subi un taux de perte horrifiant de 100%. De plus, un plongeur de l'équipe est décédé en cherchant des survivants lors d'une mission de sauvetage dans des conditions météorologiques difficiles. Des restes de la torpille ont été trouvés sur les lieux par des plongeurs de secours et identifiés comme appartenant à une torpille de type CHT-02D qui a été fabriquée par les Nord-Coréens. Ce type de torpille n'atteint pas réellement sa cible mais détonne à une courte distance de celle-ci qui dans ce cas était juste en dessous de la salle des turbines à gaz du navire, provoquant une explosion de bulles et de jets, qui force effectivement une colonne d'eau jusqu'à 100 mètres dans les airs. L'onde de choc à haute pression peut faire un trou d'1 mètre dans un navire, et peut physiquement briser un petit bateau en deux. L'enquête sud-coréenne subséquente a conclu que le Cheonan a été coulé par un sous-marin nain nord-coréen non identifié. Des experts des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de l'Australie et de la Suède ont soutenu ce point de vue. Mais ce rapport a été fermement rejeté par les gouvernements nord-coréens et chinois. La marine russe a également mené sa propre enquête séparée, mais a refusé de rendre ses conclusions publiques. Actuellement, on estime que la marine populaire de Corée du Nord possède environ 70 à 80 sous-marins diesel, y compris pas mal de modèles soviétiques des années 60 et 70. La majorité ne peut que tirer des torpilles ou poser des mines. Dans cette flotte, il y a environ 20 mini-sous-marins, dont la moitié sont de la classe Yono, et ceux-ci ont commencé à entrer en service en Corée du Nord dès 1965. Ces dernières années, ils ont développé des missiles nucléaires lancés par sous-marins et des sous-marins d'attaque plus grands et capables pour les transporter, ce qui est inquiétant. L'un d'eux est le sous-marin balistique de classe Simpo, qui est beaucoup plus grand qu'un mini-sous-marin, mesurant environ 65 mètres de long, avec un équipage de 70 à 80 personnes, mais il ne transporte qu'un seul missile qui est lancé verticalement depuis sa tour de contrôle. Ce sous-marin est nettement plus petit que ceux des États-Unis. Les sous-marins de classe Ohio de la marine américaine, qui mesurent 170 mètres de long et transportent une charge utile de 24 missiles Triton II. En réponse à tout cela, la Corée du Sud a récemment investi massivement dans l'amélioration et l'expansion de sa capacité de guerre anti-sous-marine. L'une de ces contre-mesures est la nouvelle frégate guidée par missiles de classe Daegu, dont 8 navires ont été initialement prévus, avec un objectif final de 20 à 22 à l'avenir. Avec un équipage de 140 personnes, ils sont équipés de la dernière technologie de guerre électronique, qui comprend un équipement sonar avancé pour détecter les sous-marins et les torpilles. Kijongdong, un village Potemkin nord-coréen, des années 50 à nos jours. Le terme village Potemkin est utilisé pour décrire un faux village de propagande que les nations construisent pour impressionner les étrangers. Bien qu'utilisé tout au long de l'histoire, l'emploi de ce terme a été enregistré pour la première fois en 1787 par Grigory Potemkin pour impressionner son ancienne amante, la reine Catherine II. Grigory Potemkin a été nommé gouverneur de la Crimée après l'annexion russe de la région. Il a été chargé de reconstruire et développer la terre. Après un certain temps, la reine a décidé de visiter les territoires nouvellement conquis pour se familiariser avec ces terres et pour impressionner l'ambassadeur qu'elle a emmené avec elle. Grigory s'est retrouvé dans une position difficile car la terre était fortement ravagée par la guerre. La reine et sa compagnie s'attendaient à quelque chose de majestueux, alors que la Crimée à l'époque était tout le contraire. Pour résoudre ce problème, on a longtemps cru que Grigory avait créé de fausses structures le long des rives du fleuve Dniepr. Alors que la reine voyageait sur une barge le long du Dniepr, on disait que Grigory construisait hâtivement des structures factices temporaires, complétées par de faux paysans pour les habiter, juste avant que les visiteurs n'arrivent à un endroit particulier. Lorsqu'ils passaient dans cette zone, les hommes de Grigory démontaient le village et les façades et les reconstruisaient en aval pendant la nuit. Bien que les historiens plus récents doutent de l'exactitude de cette histoire particulière, il ne fait guère de doute qu'elle témoigne d'une vérité plus profonde selon laquelle les gouvernements veulent souvent projeter plus de pouvoir qu'ils n'en ont réellement. Les villages Potemkin ont souvent été créés spécifiquement lorsqu'un gouvernement voulait montrer quelque chose qui n'était disponible nulle part sur ses territoires, ou pour aucune de sa population. L'idée était de faire croire aux gens que le pays se portait mieux qu'il ne l'était, en réalité.
La Corée du Nord a toujours eu du mal à maintenir son image auprès du monde. La nation a été divisée en deux après la fin de la guerre de Corée en 1953. Les populations de la Corée du Sud et de la Corée du Nord n'ont jamais été divisées de cœur, car elles se considèrent toujours comme des frères et des sœurs. Ils ont juste été divisés de force. Tout comme l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest s'est unie en 1990. Les populations coréennes attendaient avec impatience leur propre unification. Ceci a menacé considérablement le régime nord-coréen, surtout quand sa croissance économique a commencé à être nettement inférieure à celle du Sud au début des années 1970. Tandis que la plupart des Nord-Coréens vivaient avec le strict minimum, de nombreux Sud-Coréens avaient un niveau de vie supérieur à certains pays occidentaux. La Corée du Nord a également traversé un nombre assez important de famines, et la majeure partie de la population du pays était gravement malnutrie. Tous ces défis, ainsi que le fait que de nombreux Coréens ne voyaient pas d'inconvénient à s'unir pour devenir une seule nation, posèrent une menace sérieuse au régime autoritaire nord-coréen. Alors que le gouvernement nord-coréen continuait à lutter tout au long des années 80, et particulièrement après la chute de l'Union soviétique en 1991, un nombre croissant de Nord-Coréens ont tenté de faire défection vers le Sud. Même si la Corée du Nord appelait à l'unification coréenne sous son régime, les gens du Nord et du Sud de la Corée semblaient être plus disposés à s'unifier sous la protection et le système de gouvernement du Sud, plutôt que sous la direction oppressive de la Corée du Nord. La Corée du Nord, en tant que nation hautement censurée, a essayé de cacher la véritable ampleur de ses problèmes, donc personne ne savait ce qui se passait réellement à l'intérieur du pays. C'est ce qui a préparé le terrain pour le village Potemkin nord-coréen, Kijongdong. Le village a été construit à portée de vue de la zone démilitarisée coréenne, lorsque la péninsule coréenne s'est divisée en deux, en 1953. C'était l'un des deux villages qui était autorisé à rester dans la zone démilitarisée large de 4 km. En raison de sa proximité avec la frontière et du fait qu'il pouvait être vu depuis le côté sud-coréen de la zone démilitarisée, il est devenu un étalage de la propagande nord-coréenne. Ce faux village Potemkin a été construit par le fondateur nord-coréen, le premier leader éternel, Kim Il-sung, qui a dirigé la nation jusqu'à sa mort en 1994. Le village a été entretenu par son successeur, Kim Jong-il, jusqu'à sa mort en 2011, et aujourd'hui par Kim Jong-un. On lui a donné des installations que la plupart des villages en Corée du Nord n'avaient pas, rénovées de manière extensive, pour faire croire que les Nord-Coréens vivaient dans le luxe et le confort. Selon la déclaration officielle nord-coréenne, le village avait une ferme collective que la population locale entretenait. Une autre déclaration, qui a été publiée en 1991, disait qu'il y avait 200 familles vivant là-bas à l'époque. Depuis 1991, aucune déclaration officielle n'a été faite, donc l'évolution du nombre reste inconnue. Il y avait une garderie, une maternelle, une école primaire et secondaire et un hôpital. Le village était fait pour ressembler à un véritable paradis communiste avec des gens travaillant ensemble sur les ressources de l'État, pendant qu'ils recevaient toutes les installations du régime nord-coréen en retour. Il subsiste dans le village des immeubles de plusieurs étages qui, pendant un temps, paraissaient en excellent état. Ils étaient peints de couleurs vives, agréables pour les yeux et équipés d'électricité et d'autres commodités modernes. La caractéristique la plus frappante du village était un grand mât de drapeau de 160 mètres qui hissait le drapeau nord-coréen. Construit dans les années 80, il était le mât de drapeau le plus haut du monde jusqu'en 2010. Il a été construit en réponse au mât de drapeau sud-coréen de l'autre côté de la frontière. Dans cette guerre des mâts de drapeau, la Corée du Nord a construit un mât encore plus grand que celui construit par la Corée du Sud. Bien qu'il semblait tout brillant et beau à l'observation occasionnelle, tout était artificiel lorsqu'il était observé avec des télescopes et des caméras avancées. Les maisons n'avaient pas de vitres, elles étaient simplement des coquilles vides de béton. La plupart des bâtiments ne semblaient même pas avoir de pièces ou de sol intérieur. Les lumières étaient allumées dans les bâtiments pour simuler une présence. Des activités artificielles étaient réalisées dans les rues du village pour donner une illusion de vie trépidante. Appelé le village de la paix par les Nord-Coréens, il a gagné le surnom de village de la propagande par les Sud-Coréens. Le village coréen était destiné à montrer l'état utopique nord-coréen, à la fois aux Sud-Coréens et aux visiteurs du monde entier, ainsi qu'aux visiteurs nord-coréens de la zone démilitarisée.
Kyongdong était également un point chaud pour la guerre des haut-parleurs. Les deux nations diffusaient de la propagande sur des haut-parleurs pour induire des défections de l'autre côté. Les haut-parleurs nord-coréens demandaient aux soldats et aux civils sud-coréens de faire défection en Corée du Nord après avoir diffusé à quel point la vie était vraiment bénie en Corée du Nord. Très peu ont fait défection du Sud par rapport à ceux du Nord. La musique de marche nationale et les discours anti-occidentaux formèrent la propagande par haut-parleurs de la Corée du Nord. Malgré tous ces efforts, les gens du Nord et du Sud de la Corée savaient que juste 20 ans après la construction de Kijongdong, la Corée du Nord était rapidement en train de prendre du retard dans sa compétition contre le Sud. Kyongdong n'était qu'un exemple de la façade que la Corée du Nord a utilisée pour maintenir un peu d'image de soi. Cette façade continue jusqu'à ce jour, même si maintenant les visiteurs de la zone démilitarisée peuvent la voir clairement, avec leurs caméras et télescopes avancés. L'actrice kidnappée par Kim Jong-il pour faire des films pour la Corée du Nord. En 1978, un cargo naviguait secrètement de Hong Kong vers Pyongyang, la capitale nord-coréenne, à travers la mer de Chine orientale. À bord se trouvait une cargaison précieuse et inhabituelle, l'iconique actrice sud-coréenne, Choa Eun-ji, âgée de 52 ans, qui venait d'être kidnappée par le service secret nord-coréen. Choa a été extrêmement populaire en Corée du Sud durant les années 50 et 60. Elle a fondé une société de cinéma avec son mari et réalisateur, Shin Sang-ok, et a réalisé plus de 130 films, remportant de nombreux prix, dont le prestigieux Grand Bell Award, considéré comme la version sud-coréenne des Oscars. La carrière de Choi a souffert après son divorce avec Shin. En 1978, pour relancer sa carrière d'actrice en déclin, elle s'est rendue à Hong Kong rencontrer un soi-disant homme d'affaires qui voulait l'impliquer dans sa nouvelle société de production de films. Arrivée à Hong Kong, elle a rencontré l'homme d'affaires Wang Dong-il et a été bien traitée, dînant dans des restaurants luxueux. Mais curieusement, les discussions d'affaires étaient rares. Choi a également remarqué qu'il y avait toujours des hommes étranges, qui la suivaient à distance, en prenant des photos. Quelques jours plus tard, elle a été accueillie par un associé d'affaires de Wang, nommé Lee Sang-chi, qui était accompagné de sa fille. Il devait divertir Choi pendant qu'un Wang était occupé par une affaire commerciale. Après quelques visites touristiques et du shopping, Choa Eun-chi a été attiré par Lee à Repulse Bay pour une autre opportunité potentielle de rencontrer un homme d'affaires qui l'aiderait à diriger une académie de spectacle. Mais c'était un piège, et tout à coup 2 hommes ont attrapé Choa, l'ont sédaté et l'ont embarqué dans un hors-bord. Choa Eun-chi avait été kidnappé par le service secret nord-coréen. Pourquoi cette célébrité avait-elle été kidnappée par le régime nord-coréen ? Eh bien, c'était sur l'instruction du fils du dictateur nord-coréen de l'époque, Kim Jong-il. On disait qu'il était fou de films, et qu'il voyait non seulement leur potentiel pour diffuser de la propagande interne, mais aussi pour aider à promouvoir la Corée du Nord et ses valeurs à l'étranger. On dit que Kim Jong-il possédait plus de 15 000 films. Il aimait particulièrement les films de James Bond et était un grand fan de Sean Connery. Il souhaitait perfectionner le cinéma nord-coréen, qu'il jugeait trop idéologique et dogmatique. Et il a été impressionné par les films des pays capitalistes, les louant même en raison de l'éthique de travail derrière l'industrie. Pour ce faire, il estimait avoir besoin de talents frais et établis du Sud capitaliste, qui pourraient transformer l'industrie cinématographique nord-coréenne stagnante, et cela est devenu sa raison d'enlever Choa. Une fois que Choi est arrivé en Corée du Nord après son enlèvement, Kim Jong-il l'a emprisonné dans un logement luxueux, isolé et gardé. Pendant les 5 années suivantes, il a tenté de l'impressionner et de la gâter en l'emmenant à des fêtes somptueuses, de grandes cérémonies gouvernementales et en lui offrant des cadeaux coûteux. On lui a donné un tuteur pour lui enseigner les vertus de l'État nord-coréen, et beaucoup d'accent a été mis sur le fait de lui montrer les merveilles culturelles du régime au cours des années suivantes. Choa était régulièrement emmené à des opéras, des défilés musicaux, des musées et des monuments historiques. Entre-temps, l'ex-mari de Choi, Shin Sang-ho, un réalisateur de films renommé avec qui elle avait réalisé certains de ses meilleurs films, s'inquiétait de ne pas avoir eu de nouvelles de son ex-femme pendant 6 mois, il a donc décidé de voler à Hong Kong pour la retrouver. Une fois sur place, il a également été kidnappé par le service secret nord-coréen, qui l'a emmené à Pyongyang, mais il a été traité plus durement et a résisté à l'endoctrinement. Après 2 tentatives d'évasion ratées,
Il a été mis en prison pendant 2 ans en guise de punition et torturé. Ce n'est qu'en 1983, lors d'un banquet organisé par Kim, que Choa et Shin ont été réunis par le régime nord-coréen et ont pris conscience qu'ils avaient tous deux été dans la même situation, kidnappés 5 ans auparavant. Kim Jong-il a insisté pour qu'ils commencent tous les deux à faire des films ensemble pour son régime et a exigé qu'ils se remarient tous les deux pour donner au projet un air de respectabilité. On affirme qu'il a écrit le premier film de Shin en 1924 intitulé « Un émissaire sans retour ». C'était un drame d'époque situé en 1907 sur un émissaire coréen qui tente de gagner le soutien occidental contre l'occupation japonaise de la Corée à l'époque. Les films de Choa et Shin étaient d'une étonnante diversité. La plupart avaient une connotation anti-japonaise ou anticapitaliste, comme le musical fantastique moralisateur de 1985, Le Conte de Shimchong. La même année, Shin a réalisé son dernier et le plus coûteux film nord-coréen. C'était appelé Ugasari. Il n'a pas mis en vedette Choa et parlait d'une créature de type Godzilla qui semait le chaos. Une équipe japonaise qui avait travaillé sur Godzilla a créé les effets spéciaux après avoir été trompée en pensant qu'il travaillait sur un film chinois. Dans l'ensemble, les films que le duo a produits pour le régime nord-coréen étaient bon marché et mal réalisés. Bien qu'un film, Le Sel de 1985, ait reçu certains éloges. Choa a été nommée meilleure actrice pour ce film au 14e Festival international du film de Moscou, qui a également été acclamé par la critique internationale. Puis, après près de 10 ans passés en Corée du Nord, le couple a réussi à échapper à leur garde du corps. De retour du Festival du film de Berlin de 1986, ils se sont arrêtés à Vienne, en Autriche, d'où ils se sont échappés aux États-Unis, ambassade pour demander l'asile politique. Pendant des décennies, le gouvernement américain était conscient du problème des enlèvements perpétrés par la Corée du Nord. On estime qu'au moins plusieurs centaines de personnes ont été enlevées depuis 1953, bien que certaines sources affirment que le chiffre réel est aussi élevé que 3800 personnes. On théorise que la Corée du Nord a fait cela pour un certain nombre de raisons, mais principalement pour voler l'identité des gens et les amener à enseigner aux officiers du renseignement nord-coréen les coutumes et les langues de leur pays d'origine. Choa et Shin ont tous deux obtenu l'asile et ont vécu tranquillement en Amérique jusqu'en 1999. Choa n'a plus réalisé de film après cela. Mais en 1992, Shin a réalisé la comédie américaine d'arts martiaux à petit budget, Three Ninja Knuckle Up, sous le nom de Simon Shin, bien que ce fût un échec commercial. Finalement, ils ont jugé assez sûr de retourner en Corée du Sud. À son retour, Choa a été traitée avec tant de révérence et de nostalgie qu'en 2014, elle a reçu l'ordre du mérite culturel.